Alors merci Geneviève. Si vous regardez attentivement le programme de ce colloque, vous constaterez que après nos noms, c'est-à-dire le mien, celui de Martin, celui de Mathieu, il n'y a pas de parenthèse. Alors qu'après le nom de tous les autres participants, il y a une parenthèse avec une institution universitaire reconnue. Nous sommes donc un peu étranges ici cet après-midi. Dans l'écosystème universitaire, nous sommes, comment dire, peut-être un virus. À tout le moins, nous apportons, je l'espère, et surtout, bien sûr, Martin et Mathieu, une lecture, un discours qui apportera un éclairage très différent, comme Geneviève vient de le dire, et qui, j'espère, à tout le moins, nourrira votre réflexion. Geneviève vient de dire que j'ai, entre autres défauts, celui d'être économiste et d'être praticien en plus. Et ce qui m'amène à n'avoir aucune pertinence ici cet après-midi fait en sorte également que je peux, je crois, présenter mes deux amis de façon un peu singulière. Vous savez, un économiste utilise un vocabulaire qui tourne autour de l'argent, bien sûr, de l'univers financier, de l'échange, du commerce, etc., sans trop se poser de questions. En fait, les économistes ne se posent pas beaucoup de questions en général. Mais pourtant, il y a des réflexions assez, comment dire, artistiques, poétiques, voire, dans la définition qu'on fait comme économiste de l'argent, du marché, du système de l'échange. La plus évocatrice pour moi est celle de Friedrich Hayek, qui, avec Keynes, est probablement un des deux plus grands économistes du 20e siècle. Friedrich Hayek, c'est le grand-papa du néolibéralisme, un chantre de l'ultralibéralisme, et qui définissait à la fois le marché, l'échange et la monnaie de la même façon, c'est-à-dire participant d'un système qui est de la création de l'action des hommes, donc c'est effectivement le fait de chacune de nos actions, mais non de leur dessein, S-E-I-N bien sûr. Donc quelque chose qui n'est ni de l'ordre de la nature, dont on a parlé un peu plus tôt dans l'après-midi, mais ni de l'ordre non plus purement humain. Il y a quelque chose qui échappe à l'humain, en quelque sorte, dans ces institutions que sont la monnaie, l'échange et le marché. À la fois, Martin et Mathieu interrogent, questionnent et remettent en cause l'influence, l'importance qu'ont ces institutions-là dans notre monde. Et dans leur pratique artistique, ils nous invitent à nous interroger comme spectateurs, voire comme participants à leur travail, à notre rôle, et à la fois comme acteurs, mais aussi comme, comment dire, comme contraints par ce dessein non voulu par chacun d'entre nous, à jouer dans la machine économique. Et ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est un peu cette interrogation-là très profonde que les deux ont dans leur pratique artistique et qui, à mon sens, nous parle énormément et devrait, je l'espère, bien que connaissant pas du tout la sphère des spécialistes de la littérature, faire écho à votre connaissance et à votre recherche. Donc, comment on va procéder? On va d'abord faire deux relativement copieuses présentations de certains travaux de chacun des deux artistes. Et par la suite, nous allons échanger où je vous inviterai, bien entendu, à participer à cet échange-là pour faire écho un peu à votre réflexion et à vos interrogations. Donc, on va commencer par Mathieu, à qui je donne 15 à 20 minutes pour nous parler de trois de ses œuvres importantes. Bien, dans ta pratique à tout le monde. Peut-être aujourd'hui, ils sont importants. Bonjour. Je vais commencer donc avec une œuvre qui s'est déclinée durant presque 10 ans, donc qui a commencé environ en 91, de façon peut-être plus sérieuse à partir de 92-93, et qui s'est terminée en 1999. Donc, on parle d'une époque aussi où, j'avais environ 20 ans, j'avais beaucoup d'amis qui sont décédés du sida. On n'était pas encore dans les médicaments qu'on connaît. C'était une préoccupation en tant qu'homme homosexuel aussi. C'était une préoccupation personnelle pour moi, mais beaucoup aussi dans mon entourage.
Donc, jeune garçon, je lis la Beat Generation. Je m'intéresse beaucoup, et plus particulièrement à William Burroughs, qui dans une de ses fabulations pseudo-fictionnelles, nous amène à une idée que le langage serait un virus à l'origine, que le langage serait un virus à l'origine du langage. Par une malencontreuse action qui s'est passée un soir sur ma table de cuisine, j'ai tamponné un billet de banque et puis je me suis dit qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Donc, durant plusieurs années, tout l'argent qui m'est passé entre les mains a été estampillé. Du côté art officiel, j'ai un autre billet ici où est-ce oups, un billet de front et un billet de dos. Donc le côté dos du billet avait à ce moment-là une représentation artistique. On a encore une représentation artistique sur les billets de banque actuels. Donc on a quand même ici, on a une sculpture, on a souvent des petites scénettes là, qui sont représentées. Les billets étaient toujours tamponnés sur le dos pour une raison très simple, parce qu'ils voulaient se dissimuler. L'idée d'un virus, donc, qui allait infecter notre système économique, bien que acte futile par excellence, et acte très personnel aussi, allait se propager à travers plusieurs années et à travers plusieurs formes de tampons et même plusieurs générations de billets aussi. C'est un peu une vue globale de ce que le projet représente. On est jeune artiste, on n'a évidemment pas beaucoup d'argent. J'avais pas de studio, donc il y avait aussi la question de l'espace qui m'était disponible pour créer. Et cet espace est devenu une petite pochette, donc que je transportais avec moi toujours, avec un tampon encreur, un tampon et un carnet de notes. Le carnet de notes qui se retrouve ici, chacune des pages est recollée. On a une belle vue. Donc, chacune des pages est recollée avec des anecdotes et des coupures de journaux, d'autres tampons aussi, parce que c'est un virus. Le virus est toujours en mutation, donc il y a eu plusieurs versions de tampons durant les 10 années. Donc, les numéros de série de chacun des billets étaient récoltés, analysés, remis dans des cahiers et éventuellement présentés comme ça. Donc des grandes listes de numéros de série, qui allaient aussi devenir la base d'un travail plastique. Donc, à partir de ces numéros de série-là, un travail plastique et même d'autres travail conceptuel, j'ai fait des trames sonores, donc des musiques sérielles. J'ai fait des vidéos, j'ai fait donc il y a eu plein de déclinaisons comme ça. Et le projet prenait toujours aussi en compte les formats du billet de banque, les couleurs du billet de banque, les éléments officiels qu'on retrouve sur un billet de banque, que ce soit la signature, le portrait, souvent de la reine, mais aussi des dirigeants qui sont représentés, et les scénettes ou les oiseaux. Donc, on a eu toute une série d'oiseaux après les scénettes, après les scènes bucoliques canadiennes. On a eu des oiseaux, les oiseaux du Canada qui ont été représentés sur les billets. Donc, le projet, à sa base, était assez, je dirais, humble, parce c'était un petit geste quotidien, donc qui s'est fait dans l'accumulation, mais qui me donnait aussi, avec ces numéros de série-là, et avec toutes les données qui sont sur les billets, des matériaux pour créer des nouvelles œuvres. J'irai pas dans les nouvelles œuvres, en fait, dans les œuvres qui ont été créées à partir de ça, parce qu'on pourrait s'écarter un peu, mais j'aimerais revenir plus au système qui était mis en place. Donc ici, on a un peu les déclinaisons de virus. Pourquoi le virus, le nom du projet s'appelle Survival Virus de survie, parce que le billet de banque canadien est bilingue. Et l'idée de survie, donc, c'est la survivance de ce numéro de série-là.
dans un cadre artistique ou conceptuel. Les billets de banque vont évidemment, parce qu'ils ont été endommagés, sont voués à une destruction. Donc, il y a quand même un acte rebelle, je dirais, dans l'action. Mais aussi, c'était sournois parce que un banquier ou un caissier qui va compter l'argent compte l'argent face-up. Donc, de l'autre côté, donc peut ne pas voir le virus. Donc, la survie d'un billet est estimée de toutes les façons. La survie d'un billet de banque est estimée à pas tellement loin, plus que 2 mois. Ça va changer avec notre argent en plastique là, qui s'en vient, mais ça reste que c'est du coton puis de la pulpe de papier. C'est pas très résistant. Donc, j'appelais sa destruction encore plus rapidement. À gauche, on a les textes de la loi, en fait, canadienne, sur qu'est-ce qui enfreint la loi par rapport aux billets de banque. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a rien qui dit que cet espace-là ne peut pas être touché. On n'a pas le droit de faire une moustache à la reine, on n'a pas le droit d'obstruer le numéro de série, on n'a pas le droit de cacher les signatures qui sont apposées au recto du billet. Par contre, cette espèce d'espace artistique du billet, on n'en parle pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est une vitrine qui reprend l'ensemble du projet à sa fin. Les blocs de bois, c'est en fait, j'ai mesuré l'épaisseur d'un billet de banque et c'est en fait la somme totale de tous les billets de 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $ qui ont été estampillés par le projet. Ici, on a une vidéo avec tous les numéros de série du billet. Ça, c'est un peu le système de qu'est-ce qui se passe. J'enferme avec ça. Est-ce que vous arrivez à lire? Non, peut-être pas, c'est un peu petit. Donc, je parle d'un matériau brut qui émerge de la société de consommation, donc le billet de banque, qui est un lieu public, qui est de l'art officiel aussi. J'y appose une action. Donc, il y a un fait d'art qui est une infection, l'infection par un virus avec un tampon encreur et une mémoire, donc la mémoire du billet, qui est gardée et qui est ensuite redisséminée. Donc, on parle d'une contamination, on parle d'une propagation dirigée qui s'en va dans le milieu de l'art, qui s'en va dans la numismatique, dans les banques et dans la société de consommation en général. On parle d'une dissémination aussi très dirigée dans la numismatique, parce que je me suis évidemment beaucoup informé et participé à des colloques de numismat. Encore là, j'étais encore plus étranger qu'aujourd'hui. Et une circulation régulière, donc à travers ces trois mêmes réseaux qui s'entrecoupent. Donc, au rapport final, il y a eu environ 100 000 $ en valeur qui ont été estampillés. Ce qui prouve que tu fais à peu près 10 000 $ par année en tant qu'artiste. Et en fait, j'ai un peu... j'ai arrêté le projet parce que j'arrivais à une certaine somme symbolique, mais aussi parce que j'étais, en tant que créateur, je me suis senti... je me sentais coincé dans un système que je m'étais moi-même imposé. Par contre, durant ces 10 années-là, j'ai étudié la numismatique et j'ai regardé beaucoup les billets de banque et j'ai appris beaucoup de l'histoire des billets. Ce qui nous amène à la deuxième pièce, qui est un texte, qui est une fiction, en fait, qui est véridique jusqu'à peu près ici, et que je peux peut-être vous lire parce que c'est peut-être écrit petit. Je vais essayer de vous éviter ma lecture sporadique. En 1952, la Banque du Canada commande à George Gruntzen de la British American Note Company le design des billets pour la prochaine édition due en 1954. M. Grunderson exécute la gravure du portrait de la reine Élisabeth II d'après une photographie prise par Peter Dirk Lewis, un des photographes officiels de Sa Majesté. Le travail suit son cours normal, les billets sont imprimés et mis en circulation. En 1954, une plainte d'un citoyen stupéfait se fait entendre à la Banque du Canada.
Les cheveux de la reine laissent apparaître les traits d'un visage démoniaque derrière l'oreille. Consternation. On recherche évidemment un coupable. M. Gundersen est le premier en lice et dément les accusations disant qu'il s'est fié à la photo qu'on lui a remise. D'autres hypothèses suggèrent qu'on aurait affaire à l'œuvre d'un farceur qui travaillerait à la banque même. On affirme aussi que ce serait le travail d'un nationaliste canadien-français ou bien d'un sympathisant de l'IRA. Avec le temps, la controverse s'estompe par manque de preuves tangibles, le négatif original restant introuvable. Ce qui est désormais appelé le Devil's Face ne serait pas le fruit d'un acte volontaire. Le hasard aurait eu raison de la reine. Just a bad hair day. Finalement, M. Gundersen modifiera le portrait de la reine en assombrissant le petit diable. De nouveaux billets seront imprimés, mis en circulation. Les Devil's Face seront retirés du marché par les institutions bancaires et estampillés d'un cancelled du côté face et d'un tampon de l'institution au verso des billets. C'est en 1984, à la mort du photographe, que la controverse reprendra, quand on retrouvera les négatifs de la session de photos de 1952 et quand les mémoires de Peter Durkewis seront publiées, Peter Durkewis, Her Majesty's Image, The Life of the Official Photographers of Elizabeth II, Yellow Sheet Books, London, 1985. Dans ses mémoires, M. Hewis avouera son homosexualité et sa longue liaison avec John Rietveld, le coiffeur de la reine de 1947 à 1962. Encore plus surprenant est le fait que Hewis flirtait dans certains cercles d'initiés avant son poste à Buckingham Palace. On apprendra dans son livre qu'il était disciple d'Aleister Crowley, un excentrique écrivain et démonopathe, ainsi que qu'amant de Kenneth Anger, photographe et cinéaste des années 40 et 50, avant de se dévouer pleinement à son métier de photographe portraitiste. Alors, on est dans la fiction, mais il y a quand même beaucoup de faits véridiques dans cette histoire. Le fait que, donc ça c'est la première édition, vous voyez absolument pas la gravure, mais j'ai un close-up. Donc ici, donc j'ai dégagé le portrait du diable. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, les arcanes sourcilières, le nez et les deux cornes. Alors, voilà. Et le portrait, ce projet-là, en fait, s'est décliné en une série de sérigraphies noir sur noir. Donc, avec un jeu de lumière, on pouvait voir une image positive ou négative de la reine. Et le texte qui était en galerie et donc des exemples de billets et le négatif original retrouvé. Avec une petite citation ici de Bakunin dans Dieu et l'État. Je vais essayer de le lire, c'est écrit tout petit là. Satan est le premier libre penseur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. Voilà. À la partie extrême, au fond du parcours de l'installation, donc il y avait un miroir noir, un miroir utilisé par les magiciens, et un amas de cornes qui s'appelait Trophée de chasse. Donc durant toutes ces années, donc à partir de la monnaie, il y a eu plein d'histoires qui se sont créées, dont une collection de monnaie qui est en fait je continue, même si le projet est en soi terminé, à collectionner tous les billets qui ont une contremarque. Il y a beaucoup de contremarques d'artistes, entre autres celui-ci, un artiste serbe durant la guerre qui tamponnait ses billets « Give Serbia a Break ». Il y a des billets polonais estampillés Solidarność, des billets hollandais des Provo, donc des années 60, qui sont tamponnés 13 Gulden, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Des billets de Eternal Network et des choses étranges trouvées aussi qui sont comiques. L'Auto-Québec, l'Autodémocratie, Prix Nobel Prize Direct Democracy, on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, des belles choses. Et un billet qui serait attribué au FLQ 100 ans d'injustice à poser sur le Parlement canadien. Donc, j'ai toute une collection comme ça que je continue à avoir, et ce qui m'a amené aussi à créer des billets de banque. Donc, celui-ci,
qui est en fait le dernier Parlement du Canada. Et celui-ci, en fait, le dernier Parlement du Canada, c'est une étape de travail. C'est un billet que j'ai jamais réalisé, qui a donné celui-ci, qui est donc un Parlement noirci avec une petite figure une espèce de Don Quichotte avec un drapeau noir et un slogan « Spare some social change ». Ces billets ont fait partie d'installations, c'est des multiples, il y a des éditions numérotées et tout ça, donc il y a tout un système aussi économique qui les fait vivre aussi. Puis, je ne sais pas à combien de minutes je suis rendu. Excellent. Je vais déborder de 2 minutes. Dernièrement, en fait, il y a environ 1 an, j'ai fait une performance qui reprenait beaucoup de thèmes que j'avais explorés durant les 10 dernières années, suite donc au projet Avec l'argent, qui est devenu une espèce de projet de pseudo-groupuscule révolutionnaire. Et donc, où je créais des espaces, des lieux publics ou des lieux plus ou moins publics, des lieux de rencontre, dont un de ces lieux-là qui était une place publique avec une guillotine. Et donc, on m'a invité à représenter la guillotine dans un contexte festif, qui est la Nuit Blanche à Montréal. Et donc, je me suis installé comme bourreau et victime à découper des pièces de monnaie. Une très belle photo de Yannick Marcel ici. Durant presque 4 heures. Je vais vous passer un bref extrait de la vidéo. Donc, durant la dernière heure, j'ai invité des musiciens de doom metal à accompagner la performance. Donc, on voit les pièces. Bon, c'est une action quand même assez simple. C'était de couper des têtes. Ce qui était assez intéressant, je pense, puis ça, c'est le travail du commissaire qui a été assez intelligent dans cet événement-là, c'est que j'étais placé directement devant la tour de la Bourse. Donc, j'étais dans une vitrine, mais directement en face de la bâtisse, la tour de la Bourse, qui elle-même avait un projet d'artiste. Donc, la confrontation était une confrontation symbolique, était encore plus intéressante. Donc, voilà. Je vais laisser parole à mon collègue, Martin. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Alors, vous avez pu constater... Oui, s'il vous plaît. Donc, comme vous avez pu le constater, Mathieu l'a dit dans ses mêmes mots, hein, le travail sur cette ambiguïté entre victime et bourreau, qui était peut-être plus évident ou plus explicite, mettons, dans la dernière œuvre. Ce que Mathieu n'a pas mentionné, c'est un détail, mais qui est fort dans son travail aussi. La guillotine en question est une reproduction à l'identique de la guillotine, une des guillotines originales révolutionnaires. Peinte rouge, je pense que c'est un objet magnifique. Enfin, on pourra discuter du terme magnifique, évidemment. Mais donc, ce que je disais, c'est que dans son travail, c'est ce paradoxe très fort entre nous, comme victimes de la machine économique, donc du marché de la monnaie, de l'échange obligé, de son 100 000 $ échangé en 10 ans, mais en même temps, la volonté de le pervertir, mais qui n'y arrive pas complètement, est au centre de sa pratique. Mais je pense que dans le cas de Martin, on va avoir un aspect un peu différent de cette mécanique-là dans également quelques œuvres choisies pour l'occasion. Merci. Bonjour. Donc, j'ai choisi de vous présenter 2 projets qui ont été réalisés en 2001 et en 2005. Donc, le premier a été présenté au Centre d'artistes Col, ici à Montréal, en 2001. Donc, je vais vous présenter la première image. Donc, peut-être que c'est maintenant un peu trop gros. C'était à l'invitation d'Anne-Marie Minax et de Patrice Loubier, qui avait concocté, en fait, toute la programmation de cette année-là, de 2001, du Centre d'artistes autour
d'une saison qui s'intitulait Les Commensaux et qui présentait des artistes qui étaient en lien avec l'esthétique relationnelle, en fait, qui a été théorisée au milieu des années 90 par Nicolas Bourriaud, en fait. Des artistes qui, dans leur travail, faisaient appel à la participation d'un public qui devient soit matériaux, moteur, ou justement participant du travail. Et le projet que j'ai présenté, en fait, a pris la forme d'un troc. Tout simplement, premièrement, j'ai fait une liste exhaustive de tous mes biens personnels domestiques. On parlait de thésaurisation tout à l'heure. La première étape a été justement de passer à travers bibliothèque, commode, tout l'ensemble, en fait, c'est à la fois les vêtements, les souvenirs personnels, les choses qui auraient dû être peut-être plus secrètes et d'autres qui étaient faciles à présenter. Donc, je voulais pas faire de sélection, d'établir ce qui pouvait intéresser ou non les personnes. Toute cette liste-là était présentée sur le site web du Centre d'artistes et, disons, la communauté était invitée à venir échanger leurs biens personnels contre les miens. En fait, pendant un mois, le mois de la période d'exposition, j'ai présenté dans la galerie l'ensemble, comme s'il s'agissait d'un souk, en fait, mes biens personnels qui ont été disposés sur le sol, sans hiérarchie, entre souvenirs, photos personnelles de mon père et sous-vêtements. Tout était placé sans distinction, sans vouloir justement mettre sans procéder avec la façon où l'attitude d'un plasticien ou d'un sculpteur l'aurait fait. Faut savoir aussi qu'à cette époque-là, en 2001, bon, j'avais une résistance, comme ma pratique dans le milieu des années 90 a commencé par la sculpture, l'installation. J'étais à un moment où je souhaitais plus produire de nouveaux objets, d'ajouter un autre objet dans le monde. Donc, c'est très dense. Je ne sais pas si c'est possible d'ajouter de cette façon-là. Ouais. Donc, je me suis amusé à créer des plages de couleurs. Bon, on voit ici des magazines, un duvet, un édredon derrière. Quelquefois, des jeux entre juste le jumelage de titres de livres, créés comme un poème, justement, avec ces objets-là. La singularité de cette galerie-là, du Centre Skoll, en fait, il y a une très grande salle et une petite salle attenante. Et je pouvais disposer de deux espaces. Et ce qui était intéressant dans mon projet, c'est le projet s'est déroulé avec un processus de vase communicant. En fait, la grande salle, c'est celle que j'habitais avec l'ensemble de mes 3400 quelques biens. Et la petite salle, au départ du projet, elle était bien évidemment vide. Et au fur et à mesure que les visiteurs passaient, identifiaient des objets à moi qui les intéressaient, revenaient aussi. C'était une grande demande aussi. Bon, on sait qu'habituellement, les gens qui viennent visiter les expositions, bon, quand elle est bonne, évidemment, on peut souhaiter les revoir, mais dans ce cas-ci, c'est ce que la demande, c'est qu'ils venaient, pour ceux qui n'avaient pas consulté la liste exhaustive sur le site web, prenaient connaissance sur le terrain, dans la galerie, des objets et identifiaient des objets qu'ils convoitaient et revenaient une autre fois avec des biens à eux et donc me proposaient en échange les leurs. À ce moment-là, ce projet-là, bon, justement, dans toute cette mouvance-là de projets d'esthétique relationnelle où les protocoles, les façons de faire, que les artistes ouvraient justement aux participants étaient, selon moi, trop souvent rigides et laissaient très peu de place à la créativité du participant et de la participante. Et pour moi, bon, la seule chose qui était établie, c'est que je souhaitais avoir un échange équitable. Bon, évidemment, c'était très ouvert à des valeurs poétiques ou des valeurs personnelles, d'autres valeurs que les valeurs soit d'usage ou des valeurs marchandes.
Donc, j'étais ouvert à entendre, on voit ici quelques plages de couleurs, de la pornographie. Donc, pour moi, c'était aussi un autoportrait de me présenter à travers mes possessions, mes lectures. C'était bien clair pour chacun des visiteurs de voir sans que j'y sois que d'abord j'étais francophone à partir de mes lectures qui sont en très très grande majorité en français. On pouvait deviner quels sont mes intérêts musicaux, comme on peut le faire quand on est un peu curieux en visite chez des amis ou dans des fêtes. J'ai ce vice-là de fureter avec indiscrétion dans les bibliothèques pour deviner qui sont les gens et du moins c'est ce qui les intéresse. Donc c'est ici, on voit à peine là, c'est la table au départ du projet. Dans la seconde salle, celle qui va se remplir peu à peu avec les biens personnels des gens. Donc, il y a un projet qui, au départ, est bien évidemment sur la mémoire, par tout ce passage-là, de devoir inscrire les objets, de devoir les nommer aussi, parce que, il y a des photographies de voyage qui, pour les placer sur une liste, j'ai dû les titrer, les nommer. On a des objets qui sont des pierres, des galets ramassés à la plage peu importe, je me rappelle plus, des objets qui sont accumulés, qui avaient une valeur symbolique, évidemment, au moment où ils ont été conservés, mais qui, avec le temps, avec le passage du temps, je devine que c'est des roches que j'ai ramassées quand j'étais tout petit, mais je savais même plus sur quelle plage. Donc, il y a eu justement, même pour moi-même, un glissement de valeur. Donc, il y a d'abord le travail de mémoire, d'inscription, et ce que je souhaitais dans le projet, c'est d'avoir des entretiens avec les visiteurs, un à un, et qu'ils m'expliquent pourquoi ils avaient identifié cet objet-là à moi comme étant quelque chose d'intéressant, et pourquoi ils m'apportaient en contrepartie un autre objet. Bon, évidemment, beaucoup de créativité. Quelquefois, c'était un rapport équitable d'un livre pour un livre, une pièce de mobilier pour une pièce de mobilier. D'autres fois, c'était justement par rapport à l'ensemble des biens ou des lectures que j'avais, de vouloir combler quelque chose, une carence ou un manque. Tiens, il te manque ce titre-là, tu peux pas avoir lu ça sans avoir lu celui-ci, tu peux pas avoir écouté ça sans avoir écouté ça. J'ai remarqué que tu as 4 chaises, tu n'as pas de table. À ce moment-là, je cohabitais. Bon, évidemment, j'ai des éléments de mobilier que je n'avais pas besoin de posséder puisque mon colocataire les avait. Donc, il y a eu aussi des ajouts comme ça sur ce que les gens considéraient qu'il me manquait dans mon ménage, dans mon bien. Et bon, quelquefois aussi des blagues, des objets que je pouvais pas utiliser pour leur valeur d'usage, à moins d'être un peu coquin, mais non. Donc, à travers ce projet-là, ce que je souhaitais, c'était d'éprouver, de me mettre en danger, si on veut, et que la part de transformation du projet soit beaucoup plus manifeste chez moi-même que dans la présomption. Très souvent, j'avais l'impression que les artistes qui étaient de cette mouvance-là avaient un désir de transformer les gens ou la société et que, bien malheureusement, n'étaient pas capables de l'exécuter ou de l'amorcer dans leur propre vie personnelle. Et je souhaitais que ce projet-là excède le moment, l'anecdote, le moment du 1 mois d'exposition pour que dans ma vie, après, bon, bien évidemment, j'ai tous ces biens-là apportés qui correspondent quelquefois à des critères esthétiques, qui auraient été des objets que j'aurais choisis, d'autres fois pas du tout, qui heurtent mon quotidien. Donc, je voulais être transformé aussi moi-même dans ma vie après par l'incursion de tous ces objets-là qui viennent en fait d'autres personnes. Donc, et aussi, bon, depuis, on est rendu en 2011, ça fait
déjà 10 ans. Bon, quelques échanges personnels, quelques objets, je me rappelle très bien de l'histoire, et d'autres aussi. Il y a tout ce processus-là d'oubli, où bon, j'arrive plus à savoir quelle est l'histoire derrière ces objets-là. Donc, on voit peu à peu la petite salle se remplir, pour qu'à la toute fin, finalement, il y a eu... Bon, évidemment, le projet a connu une certaine fortune, critiquement, de médiatisation, du moins. Puis, évidemment, dans les dernières semaines du projet, bon, il y a eu de plus en plus de gens qui s'y sont prêtés, qui sont venus et qui ont participé au projet. Donc, bon, à la toute fin, la part d'objets échangés équivalait à peu près à un quart de l'ensemble. Ce que j'aurais souhaité pouvoir échanger l'ensemble, l'entièreté, et de pouvoir repartir à nouveau, disons, avec des... bon, ça a été plutôt un mélange hybride entre... j'ai dû revenir avec des objets qui n'ont pas su intéresser, ou pour lesquels les gens considéraient que c'était un trop grand risque. Les gens, en fait, très souvent, trouvaient qu'il y avait quelque chose un vertige dans l'idée par exemple, d'échanger la photographie de mon père, ou de choses qui étaient très, très intimes. Et d'autres fois, moi, j'ai eu la surprise de voir que des choses... Photos de maquettes, par exemple, j'ai étudié en design avant de faire des arts visuels. Donc, des choses qui m'apparaissaient absolument personnelles et sans intérêt ont su trouver preneur. Donc, c'est le projet de 2001. Le second projet que je souhaite vous présenter a été réalisé en 2005 dans le cadre d'un projet qui a tenu lieu en Abitibi. Donc, c'est sous l'invitation de Mathieu Beauséjour et de Nathalie Deblois, qui était commissaire d'un événement qui s'appelait Trafic. Ce que j'ai présenté, je vais faire une petite animation rapide. Je ne sais pas si... Ouais, comme ça. Ouais. C'est ici. Ça va aller très, très rapidement. Donc, c'est prévu que ce soit ce régime-là de vitesse et de consommation. Ce que j'ai présenté, en fait, c'est une installation dans laquelle il y avait 52 t-shirts, en fait, sur lesquels j'ai brodé et transféré des logos qui ont été piratés, en fait, que j'ai ramassés sur le web, en fait, que j'ai extrait, avec les limites de qualité et de perte de définition. Quelquefois, les logos sont très, très petits, et donc, pour les magnifier comme ça, pour les rendre à une dimension qui était... qui laissait croire, en fait, qu'ils étaient bel et bien des t-shirts officiels de ces événements-là. Donc, 52 t-shirts pour 52 semaines. J'avais fait une recherche pour créer un circuit jet set officiel qui commençait en janvier et se terminait en décembre de cette année-là, 2005, et qui, pour un visiteur de ce circuit branché-là, des grandes foires, des grands événements d'art, pouvait être la preuve que on fait partie des Happy Few. Bon, le fait de présenter ce projet-là dans une biennale, en fait, dans un événement en Abitibi, en région, faut savoir que j'ai habité aussi 14 ans au Saguenay, à Chicoutimi, donc le rapport entre une production d'artistes, déjà, je vis une réalité différente, du moins je crois avoir vécu les premières années de travail d'une façon différente, même si je suis issu du milieu des centres d'artistes comme Mathieu.
il y a une réalité très, très différente entre ce qu'on peut vivre ici au Saguenay, à Chicoutimi et à Montréal pour des jeunes artistes, même si des réseaux comme les centres d'artistes nous permettent de bien circuler. Donc, c'est ici, je vais les ouvrir. Donc, il y avait quelque chose d'un peu insolent pour moi, puis dans le fait d'être invité tout d'abord dans un événement en région et de savoir, bon, un peu comment ça allait se passer. C'est un événement d'envergure, disons, avec plusieurs vernissages qui étaient successifs. Je savais qu'on allait passer d'un espace à l'autre et mon intention, en fait, c'était de polluer l'événement, de faire en sorte de créer un buzz et de vendre ces t-shirts-là et que, bien évidemment, les visiteurs, les artistes participants porteraient ces t-shirts-là pendant ce week-end-là. Donc, à quelque part, d'être toujours présent, que mon travail, que mon projet sature l'espace, sature le regard de l'événement trafic. Bon, c'est en 2005, peu de temps avant, j'ai passé 4 mois à Mexico City et j'ai été vraiment très touché par la présence du marché de contrebande et de contrefaçon, comment partout dans la rue, des objets de luxe copiés, comment ce marché-là, bon, pour en savoir que finalement, dans l'économie mondiale, le marché de la contrefaçon, c'est 10% du marché finalement qui peut être des fausses chaussures Nike, des faux sacs Vuitton, mais aller à Mexico, à voir jusque même des bouchons de bain de caoutchouc qui reproduisent quelque chose, de même faire un faux de quelque chose qui est pas un objet de luxe. Je tenais à ce que la production de ces t-shirts-là aussi soit artisanale, que la facture soit pauvre et qu'elle affirme aussi ce côté-là pathétique de bon, je suis allé à la Biennale de Venise, mais on sait fort bien, à cause du t-shirt, qu'il ne s'agit pas de l'événement en question, qu'il y a quelque chose d'assez triste dans... Mathieu trouve pas ça triste du tout. Bon, dans la salle, je ne sais pas si vous voyez, bon, ici, le projet, je l'ai intitulé Circus. Bon, il y a ce présentoir-là comme un carrousel avec chacun les 52 qui font cette année-là. Et juste à côté, un présentoir avec des facsimilés de magazines, en fait, qui reprennent le format, la matière, le type de papier de titres de magazines qui sont, disons, les incontournables de la critique d'art contemporain. Donc, pour les lecteurs et lectrices avisés, on reconnaît le Art Press, son papier, son format, on reconnaissait Parachute, le défunt Parachute, et son Para. Donc, il y avait tout qui était tout blanc. Les couvertures glacées, papier, donc c'était le fantasme de plusieurs artistes, je voudrais pas dire tous, mais de figurer, que ce soit la légitimité de notre travail la preuve de sa valeur, si on s'y retrouve. Donc, ce monde-là était placé en parallèle. Bon. Tel qu'espéré, même mieux que mes attentes, il y a eu un effet de buzz. Bon, les visiteurs, les autres artistes ont été très généreux dans cette énergie-là à faire en sorte à bien comprendre en fait que ce que je souhaitais, c'est que ça se devienne une manœuvre en fait, et que de créer un événement et que éventuellement, puisque là, le vernissage avait lieu, comme très, très souvent, à l'ouverture, et qui s'ensuivait une période d'exposition, ce que je souhaitais, c'est qu'après ce buzz-là, il n'y avait plus rien à voir, en fait.
Et cette fois-ci, ça a été sous le mode de l'encan, en fait, au donneur, au meilleur prix, le t-shirt. Et encore là, bon, je m'amuse souvent à procéder par déplacement ou par effet de traduction. En fait, les acheteurs et les acheteuses, bon, ils signaient. Bon, j'avais préparé un formulaire, bon, et en vue de créer une seconde génération, une seconde collection, en fait, pour maintenant, plutôt que de reproduire des logos d'événements artistiques internationaux, mais d'avoir, par exemple, un t-shirt Mathieu Beauséjour et d'autres... Certains ont des noms plus connus et qui ont peut-être une plus grande valeur sur un marché, et d'autres, peut-être que c'est tout simplement la beauté des lettres alignées qui fera que... Et cette collection-là, elle n'a jamais été présentée encore ni vendue. Donc, bon. C'est un peu malheureux, la noirceur, parce que le bonheur de ce projet-là, c'est bon, toutes les couleurs criardes et le jeu de la broderie sur les t-shirts. Peut-être à la fin, il y a soit les événements étaient tellement pas intéressants qu'ils n'ont pas trouvé preneur, ou c'est la couleur, mais en fait, c'est les deux plus pathétiques. Quels étaient les événements? Il y a un événement qui était, je pense, en Albanie. C'était vraiment un événement très alternatif. Et l'autre, le bleu, je me rappelle plus. Il faudrait que... Ça sera la collection là. Oui. Acheté par le marché. Oui. Ben, du moins par celui-là. Il faudrait peut-être que... Non, au contraire, c'est les seuls qui vont être valorisés. Qui vont être... Donc, c'est ça, le projet posait des questions de géopolitique, en fait, d'intérêt. Quelle place un événement artistique contemporain en Abitibi, quelle valeur? Ou si on change d'échelle à Montréal, quelle est la place de Montréal sur la scène internationale de l'art contemporain? Et éventuellement, quelle est la place du Canada sur le marché? Donc, je pense que... Est-ce que il me reste beaucoup de temps ou non? Parce que je préfère me concentrer sur deux projets plutôt que le projet de parfum. Déjà majeur. Merci beaucoup.